PARC, c'est un mot, mais c'est aussi un acronyme, celui du Palo Alto Research Center, l'un des plus grands incubateurs de l'innovation en informatique. La vidéo d'aujourd'hui va retracer l'histoire du parc et essayer de comprendre pourquoi Xerox n'a pas réussi à en tirer les fruits. Jingle. Avant de commencer à découvrir le Xerox PARC, on va essayer de le situer, de le positionner géographiquement, et on va vite se rendre compte qu'il est dans la Silicon Valley. Et puis voilà, j'ai fait référence au film Les Pirates de la Silicon Valley que je vous engage à regarder, hein, réalisé par Martin Burke en 1999. Donc, on est dans la Silicon Valley. C'est-à-dire au sud de San Francisco et un petit peu au-dessus de San José. Euh, la majorité des grosses entreprises américaines de la tech, de l'IT, se sont installées dans la Silicon Valley. Et le Xerox PARC fait partie de ces entreprises. Enfin, Xerox a installé son centre de recherche et développement au sein de la Silicon Valley. Alors pourquoi la Silicon Valley? Bah, essentiellement parce que la Silicon Valley a été construit à côté d'un écosystème innovant, à côté d'une grande école, Stanford, où il y avait un certain nombre de talents, de grandes, des personnes assez réputées dans le domaine de l'IT et de la tech. Et puis c'est aussi, et c'est toujours une région sur laquelle il y a de nombreux investisseurs, de nombreux venture capitalistes, et donc une capacité de financer des gros projets. On a vu dans certaines vidéos que j'ai pu faire le fait qu'il y avait aussi un petit peu l'Austin Call qui avait un peu changé la donne depuis les derniers événements géopolitiques et politiques aux États-Unis. Mais la Silicon Valley reste quand même un des fleurons de la technologie et un des grands centres, une des grosses polarités de l'IT et de la tech. Donc on l'a vu, hein, effectivement, à proximité de Stanford, un énorme réseau de synergie, la concentration d'énormément d'entreprises, et donc effectivement à la naissance, à la création un petit peu de l'informatique individuelle, de l'informatique grand public, Xerox a cherché à construire son parc, hein, son centre de recherche et développement, pour pouvoir travailler sur l'ordinateur du futur. Qui on trouve sur la Silicon Valley? Bah tout le monde en fait, hein. Effectivement, depuis Apple, Meta, Google, VMware, PayPal, Tesla, Yahoo, Hewlett Packard, et effectivement en premier peut-être Hewlett Packard, puisque c'est un peu eux les pionniers de la Silicon Valley, hein, quelque part, les deux frères, enfin pardon, les deux associés Hewlett et Packard. On va regarder un tout petit peu plus loin. On va finir ce focus sur la Silicon Valley. Donc oui, effectivement, c'est un centre mondial de l'innovation technologique. Donc les origines, ça commence à partir des années 1930, réellement, hein, sur le sujet de l'informatique. Effectivement, l'université de Stanford, elle est plus vieille que ça, mais elle va devenir effectivement un petit peu l'incubateur des sujets de l'informatique et de la tech à partir de 1930-1950, avec la construction d'un réseau, la volonté de construire un réseau d'entrepreneuriat et un maillage de sociétés qui seraient associés à cette université. Donc on va arriver entre 1930 et 1940 avec la création d'un écosystème d'entreprise, d'un groupe de start-up, est-ce qu'on appelait ça des start-up à l'époque, peut-être pas, mais sous l'initiative de chercheurs et d'entrepreneurs comme Frédéric Terman. Les premiers pionniers, c'est ce que je vous disais, à partir de 1939, c'est Bill Hewlett et Dave Packard, qui ont été les premiers à s'installer. Alors pas forcément hein, pour faire de l'informatique au début, mais qui rapidement, du coup, vont être les premiers pionniers du sujet de l'informatique. La vraie explosion de la Silicon Valley, elle commence à la fin des années 70, mais elle débute dans les années 50 avec l'arrivée en 57 des semi-conducteurs. Et puis vraiment, le nom de la Silicon Valley pardon, vient de l'utilisation du silicium, hein, et des sociétés comme Fairchild Semiconductor, par exemple. Alors, l'explosion.
C'est-à-dire, ce qui fait que tout le monde connaît la Silicon Valley actuellement, c'est à partir des années 80 et puis jusqu'aux années 2000 et encore maintenant, c'est l'essor du microprocesseur, c'est l'arrivée d'entreprises comme Intel, hein, fondée en 68, qui va devenir le leader mondial pendant très longtemps. J'ai fait une vidéo, hein, qui retrace un petit peu les l'évolution de Intel et ses déboires assez récents, et puis l'actualité récente de Intel. Mais c'est surtout effectivement un écosystème énorme de startups, de sociétés de capital risque associées à ces startups, qui vont fabriquer ce maillage d'entreprise et donc ces venture capitalistes, ces capital risqueurs vont créer un financement du maillage d'entreprise et vont favoriser l'arrivée d'un certain nombre de startups, de nombreuses startups. Et avec l'ère d'Internet, à partir des années 90, on va voir arriver ce qui vont devenir plus tard les GAFA, les GAFAM, avec des sociétés comme Google en 98, Yahoo, eBay, qui vont vraiment venir implanter, consolider, cimenter au sein de la Silicon Valley l'ensemble du maillage de sociétés de l'IT. Alors, la Silicon Valley aujourd'hui, bah, c'est encore, et ça restera encore longtemps, un écosystème, un cœur d'activité, une innovation continue, une géographie d'entreprise, un écosystème, un pôle d'entreprise qui effectivement continue à attirer investisseurs, entreprises du monde entier. Donc, pour finir sur la Silicon Valley, elle est née de l'interaction entre les universités, avec la recherche universitaire et l'entrepreneuriat, et c'est quelque part ce que Frédéric Terman et d'autres effectivement ont consolidé, cette espèce de proximité entre recherche universitaire et entreprise, et donc un terreau d'innovation technologique avec le financement qui est associé à cette innovation technologique. Et on est passé d'une région qui était exclusivement agricole au centre mondial de la technologie, et puis ce qui a vraiment été l'incubateur de l'informatique moderne. On va voir que le parc, le Palo Alto Research Center, va être la démonstration de ce principe de recherche et développement et de cette innovation technologique. Alors, le Xerox Park, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, parc comme Palo Alto Research Center. Je vous engage à aller voir parc.com, hein, qui va vous donner toutes les informations. Sa création, elle date des années 1970. Elle a été créée sous l'initiative de la société Xerox, avec l'un de ses premiers dirigeants était George Pake. Et effectivement, bah, c'est un scientifique, c'est un ingénieur scientifique qui a été embauché par Xerox pour faire de la recherche et développement. Et effectivement, dès le début, le Xerox Park, Palo Alto Research Center, a été envisagé comme un domaine de liberté et d'investigation et d'innovation. Il y avait énormément de budget, parce qu'il y avait énormément de possibilités, et Xerox a ouvert un espace d'investigation. On va voir par contre, et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, que la façon dont il a utilisé cet outil n'est pas forcément la meilleure. Alors, la localisation. Donc Palo Alto, c'est en plein cœur de la Silicon Valley, on l'a vu, c'est en plein milieu entre San Francisco et San José. C'est au cœur de l'écosystème d'entreprises et de start-up de la Silicon Valley. Et la mission originelle qui avait été donnée au Xerox Park, c'était de chercher toutes les technologies du bureau du futur. Mais on va voir qu'effectivement, Xerox, c'est une entreprise qui fabriquait des imprimantes et des copieurs, et qui continue encore maintenant à fabriquer des imprimantes et des copieurs, et que peut-être elle n'a pas su aller regarder assez loin par rapport à la profondeur de recherche et développement qui étaient faites et qui ont été faites au parc. Maintenant, la mission actuelle, on va voir que le parc maintenant est autonome et il y a toujours un lien avec Xerox, mais qu'il est indépendant maintenant. Le centre poursuit ses activités dans les domaines de la recherche et du développement, maintenant sur les sujets de l'intelligence artificielle, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et puis sur toutes les technologies de l'information. Encore une fois, allez voir le site parc.com. Donc, le Xerox Park, c'est le
pendant très longtemps, ça l'a été, ça l'est toujours. C'est le parc d'innovation, c'est le cadre d'innovation, pardon, nécessaire à l'incubation des technologies. Et il y a eu une grosse liberté sur les sujets. Donc, budget généreux, énormément de moyens fournis par Xerox, peu de contraintes sur la commercialisation immédiate, il n'y avait pas d'objectif de produire quelque chose qui allait directement être commercialisable, et on va voir, peut-être que ça fait partie des éléments de réponse. Des chercheurs de haut niveau recrutés dans les meilleures universités. Encore une fois, on se rappelle, il y a Stanford qui est pas loin, mais maintenant, depuis toutes les grandes écoles américaines, depuis le MIT en passant par Harvard et ainsi de suite, sont venus alimenter l'écosystème de start-up qu'il y avait dans la Silicon Valley. Et beaucoup se sont intéressés à ce qui s'y passait. Il y a des gens qui venaient de Berkeley, comme Steve Jobs. Il y a des gens de multiples origines qui sont venus et qui ont interagi avec le parc. Une culture de la liberté intellectuelle et de l'expérimentation. Ça sent l'open source, hein, clairement. Hein. Et c'est bien pour ça que c'est un sujet que je traite sur Ultra Green. On sent qu'effectivement, il y avait une volonté potentiellement de produire de la valeur et de la valeur globale. La philosophie, ça reste, construire le futur plutôt que de le prédire. L'objectif était de ne pas se brider, de ne pas se limiter pour produire de l'innovation. Alors, allez, on y va, on rentre dans le sujet et on regarde les innovations majeures du parc. Et là, vous allez voir, c'est impressionnant. Euh, Pourquoi j'ai commencé par celle-ci? Déjà parce que j'ai traité les choses de façon chronologique, mais j'adore le Ruby et la programmation objet par elle-même, mais clairement une implémentation bien particulière que peut être Smalltalk, un langage objet où on a les paradigmes tout est objet, n'importe quel type de données, depuis les chaînes de caractères, les tableaux, les listes sont considérés comme des objets, avec du typage dynamique, avec la gestion du rescuing d'exceptions, basé sur de la just-in-time compilation, donc c'est-à-dire sur du pseudocode ou du bytecode, mais surtout, et peut-être ce qui va le rapprocher du langage que moi j'affectionne le plus, qui est Ruby, qui est vraiment un descendant naturel de Smalltalk, c'est la notion de message method call. C'est-à-dire quand on exécute une méthode sur un objet en Ruby, mais donc en Smalltalk, on vient envoyer un événement à un objet en lui donnant le nom de la méthode qu'on veut exécuter et puis les paramètres associés. Donc en gros, l'exécution d'une méthode devient un message envoyé à un objet. Je l'ai mis en dessous, hein, ce langage a inspiré énormément d'autres langages, depuis Ruby que je viens d'évoquer, Python, Scratch, Scala, Java, Perl, Objective-C, et puis l'AppleScript. Tout ça, c'est des langages qui sont directement issus de ce que proposait Smalltalk. Alors, pourquoi beaucoup de gens connaissent le Palo Alto Research Center? Parce qu'effectivement, c'est là qu'est née la souris. Alors là, je vous ai mis la photo d'une des premières souris. Alors, c'était un truc en bois avec des roulettes en métal et un bouton poussoir. C'était développé initialement par Douglas Engelbart au Stanford Research Institute, donc c'est-à-dire à côté de Palo Alto, mais c'est-à-dire que du coup, la matérialisation, l'utilisation concrète, complète de la souris, elle s'est finalisée au parc. L'imprimante laser, oui, bah oui, on est chez Xerox, hein, donc forcément, ils ont quand même fait de la recherche sur le périmètre de valeur directe de Xerox, et donc l'imprimante laser, c'est un des produits, une des innovations qui a été fabriquée au parc. Le réseau Ethernet, ce qui effectivement est le quotidien maintenant de toute la connectique filaire qu'on a pour mettre en place un réseau d'entreprise, un réseau chez soi et ainsi de suite, ça vient du Palo Alto Research Center. Le Dynabook, alors ça je l'ai souligné parce que c'est quand même important de se dire que c'est l'une des premières implémentations d'un ordinateur portable. Elle était prévue pour les enfants et c'était prévu pour effectivement remplir à toutes les actions, toutes les opérations que pouvait faire un élève, lire, dessiner, faire des calculs et ainsi de suite. Et le budget a été calculé pour remplacer le coût de location et de mise à disposition des manuels pour un élève pendant 3 ans. Et le Dynabook avait pour objectif effectivement de devenir un support électronique substitutif de tout l'ensemble des manuels qui étaient fournis pour les élèves. Bravo,
Bravo, c'est le premier éditeur WYSIWYG. Qu'est-ce qu'on appelle WYSIWYG? Ça veut dire What you see, it's what you get. Ça veut dire en gros un éditeur dans lequel vous tapez les choses exactement de la même manière qu'elles vont s'imprimer. Et c'est la base même de tous les traitements de texte modernes et puis de l'ensemble des éditeurs de contenu formaté que vous pouvez avoir sur Internet. L'interface utilisateur graphique, la GUI, Graphic User Interface, et le paradigme WIMP, c'est-à-dire Windows Icon Menu Pointer, c'est-à-dire la matérialisation et le fait de manipuler l'outil informatique comme on manipule un bureau, la métaphore du bureau, ça vient du Palo Alto Research Center. Gypsy. On continue sur le traitement de texte sur les outils d'une suite bureautique. C'est l'implémentation par Larry Tesler du couper, copier-coller. Alors j'ai mis copier-coller, mais c'est couper, copier-coller. C'est-à-dire ce que vous faites au quotidien quand vous utilisez un traitement texte. Encore une fois, ça vient aussi de cet endroit-là. Interpress. Alors si vous avez regardé mon short, j'en parle d'Interpress, et puis j'avais fait un petit jeu de mots. Je ne sais pas ceux qu'auront compris mon jeu de mots avec cette histoire de post-scriptum et de post-script. Interpress, c'est un projet qui avait pour objectif de créer un langage qui permettait d'avoir un rendu à l'impression identique de ce de ce qui s'affichait à l'écran et ce qui était dans le traitement de texte. Donc c'est la continuité de Bravo et de Gypsy, et ça va devenir PostScript. Et PostScript, on va voir plus tard qu'il va y avoir une suite à PostScript. Alors, pourquoi j'ai souligné cette machine, le Xerox 8010 Star? Parce qu'effectivement, probablement trop tard, Xerox s'est dit oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces interfaces utilisateurs graphiques, avec cette souris là, il y avait quelque chose à faire. Et ils ont essayé de le faire, probablement trop tard et probablement beaucoup trop cher. Je crois de mémoire qu'un Xerox 8010 Star à l'époque ça coûtait 16 000 $, c'est-à-dire complètement inaccessible. Et puis bah, on va voir qu'effectivement bah, il y a eu une concurrence qui est arrivée qui a de toute façon laissé aucune place à cette machine. Mais encore une fois, peut-être on sentait que Xerox ne croyait pas à ces fameuses interfaces graphiques. Et pourtant, bah, tout le monde en utilise au quotidien. Alors le concept de réalité virtuelle et réalité augmentée, effectivement, les premières lunettes de réalité virtuelle sont probablement pas nées au parc, mais en tout cas, une grosse partie de l'ingénierie s'est faite sur le parc. On a souvent une croyance qui est que c'est Napster qui a créé le peer-to-peer networking. Non, Napster, il a proposé le téléchargement de fichiers et le téléchargement de musique sur les principes du peer-to-peer networking, mais c'est bien né au Palo Alto Research Center. Donc si vous pouvez effectivement avoir eu des logiciels comme Emule, comme Napster, et puis tout ce qui, après derrière, va permettre les réseaux sociaux peer-to-peer, les réseaux distribués peer-to-peer, tout ça, c'est grâce à Xerox finalement, et encore une fois, une des innovations produites au parc. Et puis enfin, effectivement, des choses comme les interfaces tactiles et tactiles multitouch pour le coup, effectivement, bah, ça fait partie des choses qui, depuis l'indépendance du parc, et puis le fait que finalement ça a été reconnu comme un centre de recherche et de recherche et développement presque indépendant, bah, ça vient aussi du parc beaucoup plus récemment. C'est pas tout. Je pouvais pas tout mettre sur la timeline. Et alors là, enfin, vous allez voir, hein, le bitmap, la notion d'image bitmap, parc, le serveur d'impression. Bon là, c'est normal, on est sur l'activité directe vis-à-vis de Xerox. Les fontes, c'est-à-dire tout ce qui est police de caractère qui va vous permettre de s'afficher sur l'écran et de s'imprimer, parc. Les langages, Mesa, Interlisp, CEDAR, parc. L'intégration VLSI, c'est-à-dire la façon de faire du microprocesseur à très haut niveau d'intégration. Parc. Les remote process calls, c'est la notion même d'appel de procédure à distance. Le parc. Les systèmes de fichiers distribués qui vont permettre de faire des choses comme GlusterFS, comme Ceph maintenant. Tout ça, c'est NeoParc. GraphPin, l'ancêtre de Teams. La vidéo numérique. Énormément des innovations pour qu'on puisse faire de la vidéo au format numérique. Ça vient du parc. SuperPaint, le premier système de dessin
qui effectivement a été livré avec l'environnement graphique qu'on retrouvait sur le Xerox Star. Ça vient du parc. Et même la notion même de test d'acceptance user-side, c'est-à-dire qui simule l'activité de l'utilisateur sur le navigateur, des choses qui vont après donner lieu à des outils comme Selenium, ça vient du parc. Donc, clairement, on s'aperçoit que quand je parlais d'incubateur majeur, c'est plus que ça, c'est un creuset de l'innovation informatique. Et donc maintenant, on va aller regarder ces fameux emprunts. Emprunts, on peut parler de pillage, hein, clairement, ils se sont fait piller. Le premier qu'on va souligner, c'est celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire la souris, plus l'interface utilisateur graphique, plus le paradigme WIMP. Évidemment, ils ont invité Apple dans les locaux, et Apple, ils sont repartis avec tout, hein, clairement. Et c'est très marrant de se dire que juste derrière, Microsoft a fait exactement la même chose chez Apple. Et que finalement, quand Windows est sorti, il a repris l'avance sur le Macintosh et sur Lisa à l'époque, les deux projets qui étaient portés par Apple. Mais tout ça vient du parc. Le réseau Ethernet commercialisé par 3Com. Donc effectivement, hein, c'est paradoxal de se dire que Xerox n'a pas tiré le profit de cette technologie et qu'effectivement, pendant très longtemps, les premières cartes réseau Ethernet, toute la connectique Ethernet, les premiers hubs et ainsi de suite, tout ça a été commercialisé par 3Com et les premiers bénéfices ont été tirés par 3Com et non pas par Xerox. Et enfin, bah, tout ce qui est du domaine de l'éditeur, du traitement de texte et de l'éditeur WYSIWYG, les notions du couper, copier-coller, eh ben effectivement, bon, alors j'ai mis Microsoft et la suite Office, c'est-à-dire avec Word et ainsi de suite, mais bon, il y avait Lotus 1, 2, 3, c'est-à-dire tous les traitements de texte modernes ont tous implémenté ce qui avait été mis en place dans Bravo et dans Gypsy. Et puis le dernier, effectivement, il est un petit peu plus, il est un peu différent. Interpress, qui était un projet mis en œuvre au parc et qui va donner PostScript, les deux personnes qui l'ont mis en œuvre sont parties et ont fondé la société Adobe. Donc, on s'aperçoit quand même que les innovations majeures structurantes qui vont fabriquer l'informatique moderne ont été fabriquées au parc et c'est pas Xerox qui en a tiré le bénéfice. Alors pourquoi Xerox n'a pas capitalisé sur ces innovations? On peut regarder des choses qui potentiellement peuvent être vues de façon un peu négative, c'est-à-dire envisager Xerox, et c'est vrai, hein, focus sur son activité de photocopieur, trop centré sur son cœur de métier, et donc qui n'a pas pris le temps de regarder la richesse d'innovation qui était produite au parc. Et puis, ce qui est probablement beaucoup plus vrai, c'est qu'il y avait à l'époque une structuration d'entreprise hyper cloisonnée, avec une séparation forte entre la recherche et développement et la partie développement commercial, ce qui effectivement a pas favorisé qu'il y ait les personnes qui soient en mesure d'évaluer la pertinence des solutions et de l'innovation qui a été produite. Et en tout cas, de toute façon, il y a eu une incrédulité du marché de l'ordinateur personnel. Elle peut s'expliquer. Il faut bien comprendre qu'à la base, les premiers ordinateurs individuels, ils ont été vendus à des populations très spécifiques. J'en avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur les femmes et la tech, hein, à une clientèle qui était ciblée, hein, très masculine, un peu geek sur les bords. Et que effectivement, hein, ça n'a pas été vu au début comme un outil de tout le monde, un outil qui serait utilisé par tout le monde. Et puis, le dernier élément qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, il y a encore une culture d'entreprise très conservatrice et très prudente vis-à-vis du risque. On verra beaucoup plus tard des entreprises, par exemple chez un Amazon, où la culture du risque est intrinsèque et qu'on n'envisagerait même plus maintenant de se dire on ne lance pas plusieurs choses parce que si on ne prend pas le risque de lancer plusieurs choses, on sait qu'on va passer à côté d'un potentiel de valeur. À l'époque, attention, il y a encore énormément d'entreprises où ça n'est pas suffisamment le cas. On a tendance à raffiner une seule idée. Dès qu'on a trouvé une idée, on la raffine au maximum et on n'essaye pas d'en raffiner plusieurs et on n'essaye pas d'en mettre en œuvre plusieurs.
Bah, cette approche conservatrice face au risque, bah, on en voit la conséquence parce que derrière, un Apple a pris des risques, un Microsoft a pris des risques. On est même au-delà du risque pour un Microsoft. On l'a vu hein, quand on a regardé la vidéo. Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire des systèmes d'exploitation, ils ont vendu un système d'exploitation avant même de l'avoir codé, mais ils l'ont même pas codé, ils l'ont racheté. Donc on voit des entreprises sur lesquelles la dimension du risque est extrêmement importante, mais on voit que c'est gagnant, parce qu'au final, la valeur de ces entreprises, elle est même plus discutable. Donc, par contre, il faut aussi regarder les choses d'un point de vue positif, hein. Xerox et le parc, c'était une entité R&D découplée de la société avec une génétique première et des moyens. Euh, c'est noble de la part de Xerox d'avoir fabriqué un incubateur, peut-être de façon finalement assez désintéressée et moi, je ne peux qu'apprécier parce on voit une volonté de produire de la valeur globale. Ce qui est paradoxal, c'est de se dire que on n'a pas su la mesurer. C'est plus ça le problème. Et puis, finalement, ce qui était intéressant, c'est que ça crée un endroit où finalement, la Silicon Valley a su recevoir les profils intellectuels disruptifs, a su recevoir ce qui sortait des universités qui étaient proches, comme Stanford, et leur donner un cadre de travail sur lequel ils avaient beaucoup de liberté. Donc oui, on peut le regarder de façon un peu péjorative, et c'est souvent le réflexe qu'on a, mais quelque part aussi, merci Xerox. Alors, l'héritage du parc aujourd'hui, hein, effectivement, une influence incroyable sur l'informatique moderne. Enfin, vous le sentez, l'informatique moderne, l'informatique individuelle moderne, elle a été, euh, elle a été maturée, incubée dans le parc. De nombreux chercheurs. Pourquoi la Silicon Valley aussi est ce qu'elle est? Parce que finalement, ils sont passés par le parc et puis qu'avant de devenir, on le voit avec Adobe par exemple, avant de devenir les entrepreneurs et les patrons de ces grosses entreprises, ils sont venus se former au sein du parc et d'acquérir les compétences qui leur ont été nécessaires pour fabriquer leurs entreprises au sein du parc. Donc, la Silicon Valley peut dire merci Xerox, clairement. Le modèle d'innovation étudié dans les écoles de commerce, on s'aperçoit effectivement que toute la façon de gérer l'innovation maintenant, c'est pas celle de Xerox, mais c'est celle du parc en tout cas. La façon de traiter les modes de recherche et développement, tout ça, c'est incubé, ça a été incubé au sein du parc. Donc le parc, il existe toujours, hein, il est devenu indépendant de Xerox en 2002, alors indépendant, mais toujours avec une certaine proximité. Et puis, bah, ce parc, il démontre le fait que les structures d'innovation autonomes, elles sont hyper productives. Fabriquer une structure d'innovation complètement indépendante et lui garantir le financement qui lui permet de travailler, ça produit énormément de valeur et c'est extrêmement disruptif. Probablement que l'informatique individuelle moderne aurait mis beaucoup plus de temps à se mettre en place si une société comme Xerox n'avait pas fait l'effort de fabriquer un, un terrain de jeu pour des chercheurs et des scientifiques sur les périmètres de l'innovation technologique et en informatique. Moi j'aime beaucoup ce principe parce que finalement une structure d'innovation autonome, c'est-à-dire sans dépendance avec une structure commerciale quelconque, c'est la dimension même de l'open source. L'open source, c'est une métastructure autonome. Pourquoi je parle de métastructure? Parce qu'elle est dispersée partout dans le monde, parce qu'elle n'a pas réellement une implantation physique. C'est chacun vient avec ses moyens technologiques et apporte ses compétences, et puis finalement, ils se débrouillent pour faire en sorte que leurs moyens technologiques puissent être combinés et que l'innovation technologique qu'ils produisent en informatique permette de faire cette combination avec des outils de travail à distance qui finalement ont été pour certains fabriqués en open source. Donc ouais, l'open source c'est bien une métastructure autonome, c'est bien un méta lab de recherche. Donc les leçons à retenir et les conclusions que je veux tirer. Déjà, je voulais revenir sur le business model portfolio, hein, effectivement, de le
souligné, hein, la nécessité, l'importance de la vision stratégique et de la transition de l'exploration vers l'exécution. Maintenant, il y a effectivement, dans le cadre de ce fameux BMP, hein, les choses se sont un petit peu structurées sur la façon de travailler ce genre de choses. Et encore une fois, c'est ce que je disais, hein, ça vient du travail du parc. Et de bien savoir gérer la transition entre recherche et développement et exécution. C'est-à-dire la volonté de produire, de monétiser ce qui est exploré pour le passer en exécution et produire de la valeur, cette fois-ci économique, à partir de la valeur qui est développée par la structure de recherche et développement. Donc ça, c'est super important. Donc l'innovation seule, elle ne peut pas, elle ne garantit pas le succès commercial. Et ça ce qui s'est passé au parc le démontre. L'importance de la vision stratégique et de l'exécution, la nécessité de d'aligner la recherche et le développement commercial, c'est ce que j'essaye d'identifier avec ce qui a été théorisé avec le business model Canva et le business model Portfolio, hein, qui me sert un peu de référence sur la gauche. Et puis, le paradoxe de l'innovateur. Les grandes entreprises, elles peinent à se positionner sur un périmètre d'innovation disruptive, probablement parce que elles sont devenues un peu moins promptes à prendre des risques et beaucoup trop prudentes pour finalement rester disruptives. Pas toutes les entreprises, hein. On voit que parmi les GAFAM, cette génétique, elle est restée solide. Donc je m'apprête à conclure. Donc le Xerox PARC, c'est peut-être ou c'est l'un des plus grands centres d'innovation technologique de l'histoire, sans aucun doute. Alors de l'informatique, pour moi, c'est sans aucun doute. C'est un cas d'école, hein, de l'innovation sans capitalisation. Je peux pas rester là-dessus. Quand je mets innovation sans capitalisation, c'est pour Xerox. Par contre, pour nous, j'irais presque envie de dire presque pour l'humanité, encore une fois, je leur ai dit, merci Xerox. La capitalisation, c'est une capitalisation en valeur globale. Je ne veux pas conclure sans admettre que sans ce parc, il y aurait énormément de choses qui ne seraient pas là. Et donc j'insiste lourdement, hein, et je vais finir là-dessus. L'héritage du parc, il vit dans presque tout ce qui est notre quotidien numérique. Dès que vous allez... moi, je suis en train de faire cette vidéo et je vais la monter ensuite sur ma machine, sur des outils sur lesquels énormément de ce qui a été développé au parc est mis en œuvre. On parlait de l'innovation sur la vidéo, l'innovation sur les outils, avec l'ergonomie du poste de travail, avec la façon de travailler. Je ne pourrais pas faire cette vidéo sans l'existence du parc. Et encore une fois, merci Xerox. Et pour finir, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous attends. Et abonnez-vous à la chaîne Ultra Green.